Ce texte, du coup, est quand même relativement récent, hein, 82, et surtout qu'il n'a pas été ratifié par tous les pays. On verra, vous connaissez déjà ça, et puis on y reviendra. Explique, hein, du coup, que même dans cet espace qui a priori n'a pas de ligne, eh bien, en fait, on peut tracer un certain nombre de lignes, et en fonction des usages qu'on y fait, porter la contestation devant deux grands organismes, dont un qui est créé au moment de la Convention de Montego Bay, qui est le Tribunal international du droit de la mer à Hambourg. Et puis, il y a toujours la Cour internationale de justice, d'arbitrage à La Haye, qu'on avait déjà vu, hein, qui se charge, hein, par exemple, des problèmes de frontières. On avait vu l'exemple de la frontière entre l'Uruguay et l'Argentine et de la pollution, donc qui peut aussi être compétente. Donc il y a ces deux grosses institutions qui existent et qui font qu'on peut parler, hein, de droit de la mer. Donc il y a les règles, hein, elles existent. Les problèmes, ils sont de deux ordres. Bon, d'abord, c'est qu'il y a quand même une très grande partie de la mer qui n'est pas régie, hein, par ces règles, hein. C'est la zone internationale, donc c'est les trois quarts quasiment de la mer, enfin, ou les trois cinquièmes. Donc elle est placée sous l'autorité de ce qu'on appelle l'autorité internationale des fonds marins, qui est en Jamaïque, à Kingston, mais qui n'a pas énormément de moyens. C'est une petite administration. Alors que sur les mers territoriales, la responsabilité des États, ben, en haute mer, il n'y a pas vraiment d'autorité, hein. Tous les pays sont communément responsables et les règles qui s'appliquent sont celles du pavillon, c'est-à-dire le drapeau, hein, qui flotte sur le bateau. Or, enfin, il y a une grande partie de la flotte mondiale qui met ce qu'on appelle des pavillons de complaisance, hein, c'est-à-dire une autorité fictive d'un pays où il y a peu de règles, par exemple le Panama, mettons. Il y a même des bateaux de la Mongolie, hein, qui flottent, alors que la Mongolie, il n'y a pas de mer, bon bref, et qui fait que c'est un peu une zone de non-droit, hein, à la haute mer. Deuxième élément, c'est que techniquement, en fait, appliquer la police des mers, c'est quelque chose de compliqué. Il faut des gros moyens, les déplacements sont lents, hein, même des espaces qui sont dominés militairement, ça devient compliqué, hein. Pour la France, par exemple, si elle veut intervenir à Clipperton, donc, qui est d'une possession française au large du Mexique, sa première base, elle est en Polynésie, il faut à peu près 7 jours de mer. Donc c'est difficile, même si on observe par satellite des activités de pêche illicites, d'intervenir rapidement. C'est particulièrement le cas dans le cas du développement de la criminalité organisée. Par exemple, le célèbre criminel El Chapo, hein, qui avait été arrêté au Mexique, il avait un trafic, donc il y a un trafic de drogue et de cocaïne, et on a pu établir, hein, qu'il y avait des sous-marins qui étaient en construction dans la forêt en Bolivie, amenés par la mer, qui est amené à la mer, donc la Bolivie, on est vraiment en altitude, hein, amené ensuite à la mer pour transporter de la cocaïne de l'Amérique jusqu'à l'Afrique ou l'Europe ou alors aux États-Unis. On a aussi des cas de conteneurs, par exemple, traînés sous la mer, par des bateaux, donc qui sont invisibles, et où on a des marchandises illicites. D'accord. Donc ça, c'est effectivement très compliqué. Il y a des moyens techniques qui existent, hein. Il y a quelques sous-marins qui ont été arraisonnés, hein, par les marines américaines ou britanniques ou françaises, mais en plus, ces sous-marins, ils ont des systèmes d'autodestruction. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment de très haut niveau et très compliqué à maîtriser. C'est la même chose évidemment pour l'espace. Alors donc dans l'espace, là aussi, il y a un droit. Le gros texte à connaître, c'est le traité de l'espace de 1967, dont le nom complet est traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Donc on préfère parler de traité de l'espace, qui a été élaboré dans le cadre de l'ONU. D'accord. Et qui a été signé d'abord par les grosses puissances, par les grandes puissances spatiales. Bon, pour le remettre dans le contexte, hein, on est en 67, donc les Américains vont mettre le pied sur la Lune 2 ans plus tard, mais à ce moment-là, c'est pas clair, hein. Et donc, les deux grandes puissances veulent éviter que, éventuellement, le vainqueur de cette course à l'espace puisse s'approprier la Lune. Donc, on va dire, ben non, les corps spatiaux doivent rester, hein, internationaux. Alors donc, qu'est-ce qu'il interdit, ce traité? D'abord la militarisation de l'espace. On rappelle aussi qu'on est dans ce contexte de guerre froide, 5 ans après la crise de Cuba, donc on redoute, hein, l'utilisation pour des fusées atomiques. On exige aussi que des précautions soient prises pour éviter la contamination des corps célestes explorés, donc contamination par des maladies. Donc dans la tête, il y a la guerre des mondes de Wells, hein, où c'est une maladie, hein, qui va finir par avoir raison des extraterrestres, mais il y a vraiment quand même cette idée-là. Et on demande, s'il y a un accident, que les acteurs du spatial coopèrent. D'accord.
Donc, surtout ce qu'on dit, c'est que comme dans la mesure où on ne sait pas encore qui va arriver en premier sur la Lune, et de fait les Américains vont planter un drapeau, la Lune est ce qu'on appelle en latin une res nullius, c'est-à-dire une chose qui n'appartient à personne, personne ne peut se l'approprier, pas non plus normalement les astéroïdes, hein, donc tous les corps célestes. Là, c'est au contraire une responsabilité collective hein, qui est affirmée, on encourage les missions d'observation, mais par contre, on interdit des bases militaires, des fortifications. On demande bien du coup de faire le ménage aussi après le passage, hein, pour éviter que ces espaces ne se transforment pas en poubelle spatiale. D'accord? Donc pas d'appropriation nationale, sauf que, bah, bien sûr à l'époque, hein, c'était hors de, enfin, c'était complètement inconcevable de pouvoir utiliser les ressources spatiales. Et évidemment, la situation change maintenant, et donc la pérennité de ce traité de l'espace, elle est vraiment posée. Parce que maintenant il est vu comme un frein à l'exploitation industrielle, et c'est pourquoi les Américains, tout seuls, comme d'habitude, en 2015, c'était Obama, hein, c'était pas encore Trump, ont décidé que, eh bien, ma foi, on autorisait l'exploitation commerciale des ressources de l'espace, ce qui bah, rompt en fait l'accord de 67. Et donc on pense que dans un horizon bon, qui est pas très clair, eh bien l'exploitation des ressources spatiales pourra commencer. Donc voilà pour cette introduction.